Il y a bien quelques points communs entre le postulat des parallèles et la quadrature du cercle. Les deux sont des problèmes hérités des Grecs, qui ont occupé les Arabes, puis les Européens après eux, et ils n'ont été finalement résolus qu'au XIXe siècle. Chacun des deux est à l'origine d'une bonne partie des mathématiques actuelles. Il y a pourtant une différence majeure entre les deux. La plupart des mathématiciens ont toujours jugé que la quadrature du cercle était impossible. Il n'y avait que des amateurs peu informés pour s'acharner à la rechercher. Je me moque d'eux ailleurs et c'est pas très gentil. À l'inverse, démontrer le postulat des parallèles était considéré non seulement comme possible, mais même comme souhaitable. C'est pratiquement le seul détail qui manquait aux éléments d'Euclide pour parachever l'édifice, pour qu'enfin Euclide soit vengé de toute tâche. Il allait falloir 2 bons millénaires pour démontrer qu'il n'y avait rien à démontrer. Entre-temps, les fautes de logique n'ont pas manqué, même chez les plus grands. Voici l'avertissement que donne Aristote au chapitre Vice du syllogisme des premiers analytiques. Ainsi, par exemple, si on démontre A par B et B par C, et que C ne puisse être naturellement démontré que par A, il en résulte que, dans un tel syllogisme, on démontre A par lui-même. C'est au reste l'erreur que commettent ceux qui croient démontrer les lignes parallèles, car ils ne s'aperçoivent pas qu'ils admettent des données qu'on ne saurait démontrer sans que ces lignes mêmes soient parallèles. Donc, au moins une génération avant Euclide, on savait déjà qu'il fallait se méfier des démonstrations de parallélisme. Alors, voyons, qu'en dit Euclide? Voici ce qu'on lit au début du livre 1 des éléments d'Euclide. C'est l'édition que je vous montre le plus souvent, celle de Pérard de 1814. Elle est basée sur le plus ancien manuscrit disponible. Évidemment, on n'a aucune certitude sur ce que pensait véritablement Euclide, mais on peut penser que cette version est proche de l'original. La série des définitions se termine à la 35e par les parallèles. Les parallèles sont des droites qui, étant situées dans un même plan et étant prolongées à l'infini de part et d'autre, ne se rencontrent ni d'un côté ni de l'autre. Ah bon? Prolongées à l'infini, hein? Et c'est quoi au juste l'infini, je vous prie? Bref, viennent ensuite les postulats. La traduction littérale du mot grec est demande, au sens ce que l'on demande de pouvoir faire. Par exemple, on demande de conduire une droite d'un point quelconque à un autre point quelconque. En termes modernes, joindre deux points par un segment de droite. Ou bien encore, prolonger indéfiniment selon sa direction une droite finie. Une droite finie, c'est encore un segment. Ensuite, on demande de pouvoir tracer un cercle de centre et de rayon donnés. Oh, les 3 premières demandes paraissent bien raisonnables. Elles devraient pouvoir être accordées sans trop de négociations. Tous les angles droits sont égaux entre eux. Le 4e postulat n'a pas vraiment l'air d'une demande, mais plutôt d'un axiome. Ah oui, mais nous n'allons pas rentrer dans le débat sur les statuts respectifs chez Euclide, des définitions, postulats, axiomes, propositions, théorèmes. On a écrit des milliers de pages là-dessus sans se mettre d'accord. Admettons juste que l'auteur a le droit d'appeler ce qu'il veut comme il veut. Peut-être, mais tout de même, regardez le 5e postulat, il n'a pas vraiment l'air d'une demande. Déjà, son énoncé est beaucoup plus long que les autres. Si une droite tombant sur deux droites fait les angles intérieurs du même côté plus petits que deux droits, ces droites prolongées à l'infini se rencontreront du côté où les angles sont plus petits que deux droits. Deux droits, c'est deux angles droits, pi ou 180 degrés, comme vous voudrez. Avec une figure, ce sera plus clair. Le segment G coupe les deux segments H et K.
la somme des deux angles alpha et bêta est inférieure à pi. Le postulat dit que si on prolonge les deux segments H et K du côté de ces deux angles, on rencontrera un point d'intersection grand S. Mais il n'est pas question de parallèle. Pourquoi donc appeler cet énoncé postulat des parallèles? Déjà, observez que la somme des angles de l'autre côté vaut 2π moins la précédente. Donc, soit le cas dont parle Euclide a lieu d'un côté ou de l'autre, soit la somme des angles intérieurs vaut exactement π de chaque côté, auquel cas les droites seront parallèles. Contrairement à ce que vous lirez souvent, le fait qu'on puisse mener par un point une parallèle et une seule à une droite donnée n'est pas affirmé par Euclide. Ce n'est qu'un des multiples énoncés équivalents au postulat d'Euclide. En plus de la longueur de l'énoncé, ce qui a tout de suite attiré l'attention sur le postulat des parallèles, c'est que Euclide ne l'utilise pas au début, comme s'il retardait l'échéance. Il attend la proposition 27. Les propositions 27 et 28 sont deux conditions suffisantes de parallélisme, portant sur les angles, alternes, intérieurs ou extérieurs. La proposition 29 est la réciproque. Une fois connues ces relations d'angle, Euclide en déduit la transitivité du parallélisme. C'est la proposition 30. Deux droites parallèles à une même droite sont parallèles entre elles. Puis la proposition 31 explique comment tracer une parallèle à une droite donnée passant par un point donné. Arrive ensuite la proposition 32. Si, vous savez bien, Pascal a 13 ans tout seul avec du charbon sur le carrelage de la cuisine, qui redécouvre tout seul la géométrie jusqu'à la proposition 32. La somme des trois angles intérieurs du triangle est égale à 2 droits. Pour le démontrer, Euclide mène par un sommet la parallèle au côté opposé. Il utilise donc la proposition 31, qui elle-même utilise les propositions 27 à 29, qui ont été démontrées à partir du cinquième postulat. Eh oui, mais il se trouve que la proposition 32 était un énoncé équivalent au postulat des parallèles. Alors, juste pour vous faire sentir la difficulté qui a mis en échec tant de mathématiciens pendant si longtemps, je vous propose une devinette. Vous parcourez les trois côtés d'un triangle en partant de grand A. Vous regardez dans la direction de petit b et vous marchez le long du segment rouge jusqu'à grand B. Arrivé là, vous tournez à gauche et vous parcourez le côté bleu jusqu'à grand C. Puis vous tournez encore à gauche vers petit a et vous marchez jusqu'à grand A. Enfin, vous tournez une dernière fois à gauche pour retrouver votre direction de départ. Puisque vous êtes revenu à votre position initiale, vous avez fait exactement un tour sur vous-même, soit 2π. Vous avez tourné en tout des trois angles extérieurs du triangle, donc 3π moins la somme des angles intérieurs. Donc, la somme des angles intérieurs vaut π. C'est QFD, pas besoin de parallèle. Maintenant, la devinette, elle est double. D'abord, pourquoi cette démonstration est-elle fausse? Et même mieux, pourquoi illustre-t-elle l'avertissement d'Aristote? Ensuite, qui a sorti cette bourde? Allez, vous avez droit à une indication. C'était un mathématicien allemand, professeur à Göttingen au début du XIXe siècle. Ça y est, vous avez trouvé? Non? Bon, allez, je suis trop faible. Une dernière indication. Son second prénom était Friedrich. Rendez-vous à la fin de l'histoire. Oh, vous commencez à le connaître depuis le temps. D'Alembert. On peut toujours compter sur lui pour dire aux autres ce qu'il faut faire. Si je veux définir les parallèles, voici, ce me semble, comment je dois m'y prendre, pour ne mettre dans cette définition que ce qu'elle doit absolument renfermer.
Je supposerai d'abord une ligne droite, tirée à volonté. Sur cette ligne, j'élèverai en deux points différents deux perpendiculaires que je supposerai égales. Et par l'extrémité de ces perpendiculaires, j'imaginerai une ligne droite, que j'appellerai parallèle à la ligne supposée. Il faudra déduire de cette définition toutes les propriétés des parallèles, car elles y sont nécessairement contenues. Ben voyons, comme s'il était le premier à avoir pensé que deux parallèles sont équidistantes. Oh, il remarque bien qu'une fois définie une parallèle en élevant deux segments perpendiculaires identiques, il convient de vérifier que la droite construite ne dépend pas des deux segments. Mais il se garde bien de dire comment faire. La définition et les propriétés de la ligne droite ainsi que des lignes parallèles sont donc l'écueil et pour ainsi dire le scandale des éléments de géométrie. Je ne crains point que les mathématiciens philosophes taxent de puérilité les réflexions que je viens de faire, puisqu'elles ont pour objet non seulement de porter la plus grande précision dans une science dont la précision est l'âme, mais de montrer par des exemples frappants la nécessité et la rareté des bonnes définitions. Ce qui est surtout frappant, c'est la désinvolture avec laquelle d'Alembert traite 20 siècles d'efforts de définition et de démonstration. Ah, si seulement il s'était intéressé à ce que disait déjà Saccheri un quart de siècle auparavant. Mais n'allons pas trop vite. Que le postulat des parallèles soit un écueil et un scandale, les Grecs le savaient déjà. Certains pensent même qu'Euclide avait déjà cherché en vain une démonstration avant de se résoudre à en faire un postulat. Notre source principale sur les tentatives grecques est le commentaire de Proclus sur le premier livre des éléments d'Euclide. Proclus est en quelque sorte le dernier témoin des mathématiques grecques. Venant après de nombreuses tentatives antérieures, son opinion est bien arrêtée. Cet énoncé doit être absolument rayé des postulats, car c'est un théorème. Il offre de nombreuses difficultés que Ptolémée s'est proposé d'étudier dans un certain livre, et dont la démonstration exige beaucoup de définitions et de théorèmes. Euclide nous montre d'ailleurs la réciproque de ce postulat comme étant aussi un théorème. Ah bon, la réciproque est donc démontrée par Euclide. Mais quelle réciproque? C'est la proposition 17. Deux angles d'un triangle quelconque, de quelque manière qu'ils soient pris, sont moindres que deux droits. Dans le passage que vous voyez, Proclus cite Ptolémée qui vivait au second siècle après Jésus-Christ, et un peu plus loin Géminus qui vivait au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est impossible de savoir quand les tentatives de démonstration du cinquième postulat ont commencé. La plupart des textes ont été perdus. De toute façon, ces tentatives ressemblaient probablement à celles de Ptolémée. Proclus la critique sans se rendre compte que la sienne n'est pas meilleure. Chaque démonstration utilise comme présupposé un résultat qui est en fait équivalent au postulat des parallèles, exactement la faute de logique que dénonce Aristote. Parmi les Arabes, nombreux sont ceux qui ont proposé leur démonstration, souvent en critiquant leurs prédécesseurs, toujours en oubliant de voir que la leur avait autant de présupposés. Je ne vous en citerai que 4, parmi les plus grands. Tabit Imkura, dont je vous parle aussi en arithmétique et en analyse, est un des premiers à s'être posé la question à Bagdad. Il a écrit 2 mémoires sur le sujet. Le titre de l'un d'eux est l'énoncé même du postulat. Si on mène deux droites suivant deux angles inférieurs à deux droits, elles se rencontrent. Imkura y reprend la définition des droites parallèles comme étant équidistantes. Il fonde l'équidistance sur la translation d'un segment perpendiculaire. Aussi bien la définition des parallèles par équidistance
que l'utilisation du mouvement en géométrie sont des notions bien antérieures aux Arabes. Ce qui est nouveau chez Imkura, c'est sa discussion du mouvement en tant que principe de démonstration, où il se montre extrêmement prudent. Si donc nous imaginons le déplacement de la droite, son extrémité tenant à une droite fixe, en même temps que d'autres conditions, la chose n'est pas familière. Aussi, ne peut-on porter à partir de cela de jugement d'égalité qu'avec une certaine prudence, peu accessible à l'entendement de celui qui en aborde l'examen et qui lui sera difficile. Nous voilà prévenus. Mais quel est ce déplacement de droite si difficile à comprendre? Si nous imaginons un solide tout entier en mouvement dans une seule direction, d'un seul mouvement simple et rectiligne, alors chacun de ces points se meut d'une manière rectiligne et trace donc, par son passage, une droite suivant laquelle il passe. Au fond, ce que Tabit cherche à théoriser, c'est l'idée du mésolabe, cet instrument qu'Ératosthène avait inventé pour résoudre la duplication du cube. Si une équerre se déplace en translation, en maintenant un de ses côtés le long d'une droite, alors le troisième sommet du triangle ne peut pas décrire autre chose qu'une droite parallèle à la première. Mais Imkura, malgré toute sa rigueur et sa prudence, ne se rend pas compte de la différence entre l'instrument et la théorie. Rien ne lui permet d'affirmer que la courbe décrite par la pointe de l'équerre est bien une droite. Pourtant, les techniques introduites par Imkura, et en particulier son utilisation du mouvement dans les démonstrations, vont faire école. Son continuateur le plus célèbre est Al-Haytham, qui lui aussi fonde son analyse des postulats sur le mouvement. Presque un siècle après vient Omar Khayyam. Oh, je vous ai suffisamment vanté la beauté et la hardiesse de ses quatrains sur le vin et l'amour, n'insistons pas. En plus de ses poésies, il est le premier à avoir classifié les équations du troisième degré et à les avoir toutes résolues géométriquement par des intersections de coniques. Omar Khayyam s'oppose vigoureusement à l'utilisation du mouvement en géométrie. Ce sont là des propos qui, pour plusieurs raisons, n'ont absolument aucun rapport avec la géométrie. Comment peut-on déplacer la ligne de telle sorte qu'elle soit constamment perpendiculaire aux deux lignes, et comment démontrer que ceci est possible? Quel rapport y a-t-il entre la géométrie et le mouvement? Et que signifie le mouvement? Effectivement, Omar Khayyam pose les bonnes questions. Il sait néanmoins retenir du travail de ses prédécesseurs la figure fondamentale du trapèze isocèle, deux côtés égaux, orthogonaux à une même droite. Ce sera la base de la plupart des travaux qui suivront. En particulier Al-Toussi, dans son opuscule qui délivre des doutes concernant les droites parallèles, suit exactement la démarche préconisée par d'Alembert. Étant donné une droite et deux segments égaux qui lui sont orthogonaux, la droite qui joint ces deux segments est par définition parallèle à la première. Eh oui, mais admettre son unicité est équivalent à admettre le cinquième postulat d'Euclide. On a sous le nom d'Al-Toussi une version des éléments d'Euclide qui a été un des premiers ouvrages en arabe imprimés à Rome. Je vous le cite assez souvent, mais sa paternité est contestée. Selon certains, l'auteur pourrait être le fils d'Al-Toussi. Bref, cette version est une des voies de diffusion en Occident des travaux arabes sur le postulat des parallèles. Bon, j'en ai un peu assez des portraits qui font semblant d'être ressemblants. Lévi Ben Gersom, ou Gersonide, c'est l'inventeur du bâton de Jacob, un appareil de visée. Et je n'en ai pas de portrait attesté. Alors, tant vaut ce rabbin peint par Rembrandt, vous ne trouvez pas? Bref, Gersonide est l'auteur d'une démonstration du postulat des parallèles,
comme tant d'autres. Comment sait-on qu'il s'est inspiré d'Althussi? Eh bien, il démontre que la somme des angles d'un triangle vaut deux droits sans utiliser le postulat. Or, Althussi ou le pseudo-Althussi est le premier à l'avoir fait, et sa méthode ressemblait fort à celle de Gersonide. Un des premiers chrétiens à considérer le problème est Clavius. C'est un Allemand né à Bamberg, éduqué chez les Jésuites. Il a reçu une partie de sa formation au Portugal et a enseigné dans les collèges jésuites de Rome et d'Ingolstadt. Sur cette représentation, vous le voyez tenir de la main gauche son livre sur la sphère. C'est un ouvrage d'astronomie où, tout en reconnaissant l'apport de Copernic, il se montre prudent face aux nouvelles théories. De la main droite, il écrit ses explications sur le calendrier grégorien. Le personnage en rouge dans le médaillon, c'est le pape Grégoire XIII. L'année solaire étant longue de 365 jours un quart, une journée supplémentaire tous les 4 ans devait permettre de rattraper le décalage de l'année civile avec l'année solaire. C'était le principe du calendrier julien, décidé par Jules César en 46 avant Jésus-Christ. Le problème est que l'année est légèrement plus courte que 365 jours un quart, et un certain retard s'était accumulé au fil des siècles. C'est ce retard que le pape Grégoire avait chargé Clavius de rattraper. Clavius avait préconisé deux mesures. La première consistait à décider qu'il n'y aurait qu'une seule nuit entre le 4 et le 15 octobre 1582, 10 jours rattrapés en quelques heures. La seconde mesure demandait que toutes les années multiples de 4 soient bissextiles, sauf les multiples de 100, mais en incluant les multiples de 400. Elle est toujours appliquée. L'an 1900 n'était pas bissextile, l'an 2000 l'était. Je vous parle ailleurs du Ratio Studiorum, ce plan d'études des collèges jésuites qui a influencé l'enseignement des pays catholiques pendant presque 2 siècles. Eh bien, Clavius fait partie de ceux qui ont conçu ce plan d'études, et il a pesé de tout son poids pour assurer la place des mathématiques. Et comme l'enseignement des mathématiques devait se baser sur les éléments d'Euclide, c'était bien la moindre des choses que Clavius propose sa propre version. Oh, c'est beaucoup plus qu'une traduction. 800 pages denses, dont le texte d'Euclide occupe une part beaucoup moins grande que les commentaires de Clavius. Parmi les ajouts de cette édition de 1591, celui que Clavius met en avant, c'est une démonstration géométrique du postulat des parallèles, beaucoup plus évidente, dit-il, que celle de Proclus. Remarquez que Clavius ne parle pas du 5e postulat, mais de l'axiome 11. Cette dénomination sera souvent adoptée après lui. Clavius a bien étudié Proclus, mais il cite aussi les Arabes, même s'il se plaint ailleurs de n'avoir pas eu accès à des traductions. En tout cas, il a parfaitement perçu la difficulté, qui consiste à démontrer qu'une ligne dont tous les points sont à la même distance qu'une droite donnée est une ligne droite. Bien sûr, vous vous en doutez, sa démonstration n'en est pas vraiment une. La version de Clavius a eu une grande influence, non seulement sur les recherches qui ont suivi, mais surtout sur l'enseignement, en particulier dans les collèges jésuites, bien sûr. Ceci est une des premières éditions du manuel d'enseignement du père Millet de Chasles, un jésuite, auteur de nombreux manuels à succès. Les multiples rééditions et traductions se sont succédées jusqu'au siècle suivant. S'agissant d'un livre d'enseignement, Millet de Chasles ne se lance pas dans une démonstration du postulat d'Euclide. Il l'énonce, puis il dit « Je n'estime pas que cette vérité soit si claire qu'elle puisse passer pour un axiome. C'est pourquoi, au lieu de cet axiome, nous en substituerons un autre,
Si deux lignes sont parallèles, toutes les perpendiculaires que l'on tirera entre elles sont égales. Le problème est que cette substitution intervient 4 pages après que les parallèles aient été définis comme des lignes droites qui ne se rapprochent et ne s'éloignent point l'une de l'autre mais sont toujours équidistantes. Et la définition des parallèles arrive après celle du rectangle, qui est une figure à 4 côtés dont tous les angles sont droits. Or, précisément, l'existence d'une telle figure est équivalente au postulat d'Euclide. Et le premier à s'en rendre compte est un autre jésuite, italien celui-là. Je n'ai pas de portrait de Saccheri à vous montrer, mais juste une anecdote à vous raconter. Son nom est proche du mot qui désigne l'échiquier en italien, la sacchiera. On raconte que Saccheri se plaisait à provoquer simultanément 3 adversaires. Puis tournant le dos aux échiquiers et sans jamais les regarder, il jouait les 3 parties tout en causant avec d'autres assistants sur les sujets les plus abstraits. À l'ébahissement de ceux qui voyaient pour la première fois ce spectacle, après un jeu correct, conduit sans se tromper, il faisait échec et mat dans les 3 parties. Bon, en même temps, ne nous emballons pas, le record du monde du nombre de parties simultanées à l'aveugle est de 48. Ce qui vaut à Saccheri de figurer dans cette histoire, ce ne sont pas ses exploits aux échecs, mais ce livre, Euclide vengé de toute tâche, ou tentative géométrique dans laquelle les principes de la géométrie universelle sont établis. Selon Saccheri, 3 tâches ont été détectées dans Euclide. La première est le fameux postulat, les 2 autres portent sur les rapports et la proportionnalité dans les livres 5 et 6. Saccheri traite les 3 problèmes, comme d'ailleurs Omar Khayyam avant lui. Les arguments de Saccheri ressemblent à ceux de Khayyam, mais on ignore bien sûr si Saccheri les connaissait. Il suffit de regarder les premières figures pour se rendre compte que, comme Khayyam et d'autres avant lui, Saccheri part d'un quadrilatère formé de 2 segments perpendiculaires à une même droite et égaux. Il a donc 2 angles droits en A et B. Il démontre que les 2 angles en C et D sont nécessairement égaux. À partir de là, il y a 3 hypothèses. Soit l'angle en C et D est droit, c'est le cas euclidien. Soit il est obtus, mais ceci entraîne que les droites sont finies, comme en géométrie sphérique, et ce cas est écarté. Reste à traiter le cas où l'angle en C et D est aigu. Et là, Saccheri se lance dans une suite de propositions démontrées de manière parfaitement rigoureuse, mais qui ne prouvent qu'une chose: l'hypothèse de l'angle aigu ne conduit à aucune contradiction. Certaines de ces propositions font d'ailleurs partie de nos jours des résultats de base en géométrie hyperbolique. Pourtant, Saccheri est tellement convaincu de sa mission qu'il en arrive à la conclusion qu'il souhaitait. Proposition 33. L'hypothèse de l'angle aigu est absolument fausse, car elle répugne à la nature de la ligne droite. Suivent quelques pages de démonstration qui se terminent par cette scolie où il dit « Je pourrais m'arrêter ici, mais je ne veux laisser aucune pierre sans la retourner, de manière à montrer l'hypothèse hostile de l'angle aigu, arrachée de ses propres racines, répugnante à elle-même. Ce sera le seul but des théorèmes suivants. » Et c'est reparti pour quelques dizaines de pages supplémentaires. On ignore si Saccheri était aussi convaincu qu'il voulait le paraître. Le fait que son livre n'ait été publié que peu avant sa mort est peut-être une indication de ses doutes. Dans le cas de la théorie des lignes parallèles de Lambert, il n'y a pas d'ambiguïté. Il ne l'a pas publié de son vivant, conscient de ne pas être parvenu à une conclusion définitive.
Lambert, c'est celui qui a démontré l'irrationalité de Pi. Il était allé plus loin que Sacchery, en particulier en ce qui concerne les calculs algébriques en géométrie non euclidienne. Mais ni le travail de Sacchery ni celui de Lambert n'ont véritablement eu d'écho. Ouf, ce n'est pas pour autant que les tentatives ont cessé, toujours aussi décourageantes. Écoutez plutôt l'avertissement de Farkas Bolyai à son fils János. C'est le fils qui raconte. Mon père me fit remarquer les grandes lacunes et l'insuffisance de la théorie des parallèles. Il me fit voir que, bien que procédant beaucoup mieux que ses prédécesseurs, il n'avait cependant encore rien trouvé de satisfaisant ni de convenable. En craignant, non sans raison, que je pourrais y passer toute ma vie, vainement et infructueusement, il s'efforça de toutes les manières possibles de me détourner de la continuation de mes recherches et de m'en inspirer l'horreur. Heureusement, János Bolyai ne s'est pas laissé arrêter par les avertissements de son père. Voici ce qu'il lui écrit le 3 novembre 1823. Le but même n'est pas atteint, mais j'ai découvert des choses si belles que j'en ai été ébloui. Il serait à jamais regrettable qu'elles soient perdues. Lorsque vous les verrez, vous le reconnaîtrez aussi. En attendant, je ne puis dire ici autre chose que ceci. J'ai tiré du néant un nouvel univers. Ce nouvel univers, il le décrit dans un mémoire de 24 pages, destiné à être publié en appendice à un ouvrage de son père. Le titre est Science absolue de l'espace, indépendante de la vérité ou de la fausseté de l'axiome 11 d'Euclide, que l'on ne pourra jamais établir a priori. Suivi de la quadrature géométrique du cercle dans le cas de la fausseté de l'axiome 11. Les Bolyai étaient originaires de la Transylvanie et parlaient le hongrois. Le père, Farkas, avait étudié les mathématiques à Göttingen, où il était devenu l'ami de Gauss. Et il était donc tout naturel que le père envoie le mémoire du fils à Gauss en priorité. D'autant que dans leur jeunesse à Göttingen, la théorie des parallèles avait déjà fait partie de leur sujet de conversation. Le début de la réponse de Gauss a dû faire l'effet d'une douche froide. Si je commence en disant que je ne puis louer ce travail, tu pourras bien un instant reculer d'étonnement. Mais je ne puis dire autre chose. Le louer serait me louer moi-même. En effet, le contenu tout entier de l'ouvrage, la voie qu'a frayée ton fils, les résultats auxquels il a été conduit, coïncident presque entièrement avec mes propres méditations qui ont occupé en partie mon esprit depuis déjà 30 à 35 ans. Gauss ne bluffait pas, sa correspondance l'a abondamment prouvé depuis. Il réfléchissait au problème depuis ses années d'études, au moins depuis 1799, et était arrivé depuis longtemps à la conclusion que le postulat d'Euclide n'était pas démontrable, et que l'hypothèse de l'angle aigu conduisait à une géométrie tout aussi cohérente que celle d'Euclide. Oh, d'ailleurs, il se montre plutôt content d'avoir été devancé par János Bolyai. C'était mon idée de mettre avec le temps tout ceci par écrit, afin qu'au moins cela ne périsse pas avec moi. Aussi est-ce pour moi une agréable surprise de voir que cette peine peut maintenant m'être épargnée. Et je suis rempli d'une joie extrême que ce soit précisément le fils de mon vieil ami qui m'ait devancé d'une manière aussi remarquable. Et encore, quand il écrivait cette lettre, Gauss ignorait que quelqu'un d'autre l'avait également devancé, indépendamment de Bolyai. Ce quelqu'un est Lobachevski, professeur à l'université de Kazan, à l'ouest de la Russie. Il a commencé à communiquer ses résultats en 1826
Sa première publication sur le sujet date de 1829, donc avant celle de Bolyai. Gauss n'en a eu connaissance que dans les années 1840. Oh, il se montre d'ailleurs aussi généreux et appréciatif qu'envers Bolyai. Vous savez que depuis 54 ans, je partage les mêmes convictions, sans parler ici de certains développements qu'ont reçus depuis mes idées sur ce sujet. Je n'ai donc trouvé dans l'ouvrage de Lobachevsky aucun fait nouveau pour moi. Mais l'exposition est toute différente de celle que j'avais projetée, et l'auteur a traité la matière de main de maître, avec le véritable esprit géométrique. Ah tiens, au fait, en parlant de Gauss, vous avez trouvé la solution de l'énigme? Le mathématicien de Göttingen qui a sorti la fausse démonstration de la proposition 32 était Bernhard Friedrich Thibaut. En plus d'avoir écrit le manuel dans lequel elle apparaît, il a aussi enseigné les mathématiques à Schopenhauer à l'automne 1809. Oh, finalement, si Schopenhauer a développé l'allergie à Euclide, que je vous ai déjà raconté, il ne faut peut-être pas s'en étonner. Non, sérieux, vous n'avez tout de même pas cru une seule seconde que Gauss avait pu sortir une démonstration fausse. Comment ça, je n'ai donné que la moitié de la réponse à la devinette? Vous trouvez que je n'ai pas assez dit pourquoi la démonstration de Thibaut est fausse? Eh bien, vous n'avez qu'à demander à Gauss. L'explication se trouve dans sa correspondance, comme tout le reste d'ailleurs.